Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Iris Chervet. Bonjour Iris. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, paysagiste, conceptrice et à la tête de l'atelier Iris Chervet, qui est situé dans le 12e arrondissement à Paris. Votre atelier est relativement récent puisque vous l'avez créé en 2018, c'est bien ça ? Vous avez été double lauréate du fameux concours Europan. Et je me souviens qu'Isabelle Moulin, secrétaire générale d'Europan, nous avait parlé de vous lorsqu'elle était venue témoigner dans le podcast en juin dernier. En 2019, vous êtes sélectionné par l'incubateur d'architectes Échelle 1. En parallèle, vous rejoignez la résidence de l'eau, un programme de recherche expérimentale visant à améliorer la résilience des espaces publics parisiens et pour participer à la mise en œuvre du plan climat. Enfin, vous enseignez le projet urbain à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine et à l'École spéciale d'architecture. Quel programme! Et vous intervenez dans différentes écoles à l'occasion de conférences ou jurys. Votre atelier mêle, je cite, architecture et paysage et revendique une conception transversale où l'attention au milieu naturel prime sur l'organisation des milieux construits et guide les choix architecturaux. Il s'agit d'établir ou de rétablir la relation essentielle entre l'homme et son territoire. Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Alors, je suis née et j'ai grandi à Lyon. J'ai voulu être architecte assez jeune, jusqu'au jour où des amis de mes parents m'ont dit « Ah, tu veux être architecte ?» Mais vos parents ne l'étaient pas ? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'architecte dans ma famille. Et donc, des amis de mes parents qui étaient très intéressés par l'architecture m'ont sorti tout un tas de revues sur des tours à Dubaï qui m'ont complètement dégoûtée. Et dans la voiture, en rentrant, j'ai dit à mes parents, en fait, je veux surtout pas faire ce métier, ça a l'air horrible. Et puis, ça m'est revenu plus tard, quand j'étais au lycée. Et une expérience qui a été assez forte dans ma vie lyonnaise, du coup, c'est justement la transformation de cette ville quand j'étais adolescente, et en particulier avec tout le réaménagement des berges du Rhône, qui m'avait vraiment scotché quand j'étais adolescente. Mais dans quel sens ? De voir la générosité du projet, la puissance du paysage dans la ville, et à quel point ça a généré derrière, ça a impulsé toute une dynamique de transformation de la ville qui a duré et qui dure encore. Et je m'étais dit, mais quelle générosité, quoi. Tout d'un coup, ce parking qui redevient un vrai espace public, qui devient le lieu de la vie lyonnaise. Oui. Et puis, c'est quelque chose qui m'a suivi et sur lequel je travaille beaucoup aujourd'hui, tout ce rapport à la géographie et à la grande échelle dans les villes. D'accord. Alors, vos études ? J'ai fait mes études à l'école de Paris-Val-de-Seine, dans le 13e arrondissement. Et après mes études d'architecture, donc j'ai fait une formation à l'école de paysage de Versailles pendant 1 an, qui était vraiment un complément et pas une réorientation. C'est comme ça que je le voyais. Quelque chose de très complémentaire pour travailler sur la question des espaces ouverts, sur la ruralité aussi, qu'on aborde très peu dans les écoles d'architecture, et avoir une approche plus globale sur les territoires et la complémentarité entre ville et campagne, entre guillemets, de façon un peu simpliste. Mmh. Et tous les débats sur le climat, etc. Vous étiez déjà sensible à ça ?
C'est pas ça qui m'a amené à m'intéresser au paysage. Ce qui m'y a plutôt amené, c'est qu'à l'école d'architecture, on avait travaillé sur des projets urbains en master, et je trouvais que les solutions qu'on nous apportait étaient trop celles de l'architecte exclusivement, c'est-à-dire qu'on abordait le projet d'urbanisme comme un projet d'architecture, et je trouvais que ça manquait de sens. Et pour moi, le paysage, ça permettait de donner du sens, de donner vraiment une cohérence au projet, et évidemment une relation beaucoup plus forte au territoire naturel tel qu'il préexiste à l'installation humaine. Et donc voilà, de reconnecter vraiment l'installation de l'homme, l'établissement humain à un cadre naturel originel, disons. Ouais. Alors quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte et de paysagiste ? Alors juste après les études, puisque pour le diplôme de paysage, j'avais fait d'une pierre deux coups le concours Europan, dont j'ai été lauréate donc en 2015, et ce qui m'a permis d'avoir un premier accès à une première commande publique à Saint-Brieuc, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, une ville pour laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Donc ça a amorcé tout un processus de développement et de travail dans cette région, notamment. Donc d'emblée, vous menez de front cette double spécificité, vous la testez dans la réalité du projet ? Oui, alors en parallèle, donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans une agence d'architecture, où là on travaillait vraiment sur l'échelle du bâtiment, sur des projets de logement, un projet de musée. Vous voulez la citer ou pas ? Oui, c'est l'agence Amelère-Dubois. D'accord. Avec qui j'ai de très bonnes relations, puisqu'on partage des bureaux. Voilà, l'agence est toujours hébergée chez eux aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et donc en parallèle de cette activité à l'agence Amelère-Dubois, j'ai commencé à travailler sur les suites du concours Europan. Donc d'abord un plan guide pour la ville de Saint-Brieuc, puis ensuite la maîtrise d'œuvre des espaces publics au pied de la cathédrale. Voilà, un projet qui est toujours en cours aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui fait que l'architecte s'empare du projet urbain plutôt que Normalement, c'est un travail d'urbaniste ? Alors, moi, justement, j'aime pas trop toutes ces cases. C'est-à-dire que, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la transversalité et l'aménagement dans son ensemble, et justement de réfléchir à cette complémentarité entre les espaces construits et les espaces ouverts. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu très important aussi pour les architectes d'être capables de se positionner à des échelles importantes, à l'échelle de la ville, et en particulier d'être capable d'assumer aussi le fait que parfois il ne faut pas construire, et que ça c'est un engagement environnemental très fort. Et le fait d'avoir cette double casquette me permet aussi d'être assez tranquille finalement dans ce positionnement, parce que je ne suis pas dépossédée de ma compétence à partir du moment où je dis qu'il ne faut pas construire. Donc ça c'est très important dans le développement des villes. Oui, fort intéressant comme remarque. Alors, vous gagnez Europan en 2015, mais je crois que vous êtes encore lauréate une nouvelle fois. En 2019, à Saint-Omer, dans les Hauts-de-France, sur un sujet lié à l'eau. À nouveau, un projet qui était vraiment à l'échelle territoriale, donc une échelle intercommunale. Et le sujet portait sur la relation de cette ville au marais audomarois, puisque c'est une ville qui s'est construite autour d'un marais et qui en tire une grande ressource culturelle, économique, mais en même temps un milieu qui est très fragile, qui est sensible, qui évolue avec le climat. Et du coup, des nouveaux modèles à imaginer, nouvelles relations entre cette ville et son milieu naturel. Oui, et beaucoup d'anticipation, j'imagine. Oui, donc là, effectivement, moi je travaille beaucoup avec les scénarios du GIEC, donc les scénarios d'évolution du climat, qui permettent de faire des hypothèses sur les changements climatiques et la manière dont les milieux naturels vont se transformer, et donc aussi les milieux construits vont se transformer en lien avec ces changements climatiques. Donc c'est une donnée qu'on intègre de plus en plus dans nos projets, et même qui est fondatrice d'un certain nombre de nos projets. C'est cette résilience des territoires et cette adaptation au changement climatique et aux risques. Alors, avant d'aller plus avant dans les projets, j'aime bien au moment où on parle justement de la réalisation finalement de votre savoir d'étudiant. Vous avez gagné 2 Europan, vous avez maintenant accès à la commande, ce qui est pas donné à tout le monde, parce que l'accès à la commande pour les jeunes est compliqué. En général, il y a des années d'agence intégrées dans les agences. Vous êtes allé super vite. Et l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez
À la sortie de l'école. Alors accompli, non, parce que j'ai toute ma carrière devant moi, donc heureusement que non. Ouais. Mais je pense pas qu'en sortant de l'école, j'imaginais forcément, c'était pas du tout clair pour moi que je voulais exercer à mon compte. Par contre, ce qui a été clair, c'est qu'une fois que j'ai gagné Europan, là, je me suis dit, maintenant j'ai attrapé le bout de la ficelle, je vais dérouler la pelote jusqu'au bout, quoi. Et, Ouais. Surtout voilà. ne rien s'interdire pour. Ouais. Ouais, c'est une grande opportunité. Vous avez dû faire des jaloux. Mais c'est pas sans. C'est aussi laborieux, c'est-à-dire qu'Europan, c'est à la fois une grande chance, Ouais. c'est une opportunité incroyable, mais c'est aussi laborieux parce que ce sont des processus de projets qui sont très longs, sur des sujets difficiles, à grande échelle. Et puis, donc ça met beaucoup de temps à se concrétiser, à se mettre en forme. Voilà, Beaucoup de recherche, de travail. beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Et puis en plus, vous êtes en général, les architectes n'ont pas encore un modèle économique extrêmement rentable, donc il faut pouvoir vivre parallèlement. Oui, bah c'est pour ça que pendant 2 ans, j'ai cumulé un emploi à temps plein dans une agence, plus le démarrage des projets, notamment à Saint-Brieuc. Après, c'était aussi très formateur d'avoir cette double expérience en parallèle. Alors, avant de revenir vraiment à vos projets, j'avais cette question, vous l'avez finalement déjà un peu abordée, mais peut-être que vous pouvez la définir de manière plus théorique. Comment s'imbriquent ces différentes échelles et matières de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage? Oui, alors c'est des imbrications à la fois thématiques et d'échelle. C'est-à-dire que moi, je fais pas vraiment je fais pas de séparation nette entre l'architecture, le paysage et l'urbanisme. Et je pense que dans tous les projets, je convoque un peu des trois. Dans le processus de conception, cette imbrication, cette imbrication en tout cas entre les échelles, elle se fait déjà dans la méthode et la manière dont on accompagne les maîtrises d'ouvrage publiques. Et pour ça, Europan a permis d'amorcer aussi cette méthode qui consiste à travailler d'abord à l'échelle territoriale, à bien comprendre les systèmes géographiques et la relation de la ville avec ces systèmes géographiques, et ensuite de redescendre à travers les échelles par une méthode en entonnoir et qui permet de faire redescendre ces grands principes stratégiques à grande échelle jusque dans l'incarnation concrète, dans l'aménagement concret à l'échelle locale. Et donc ça, c'est vraiment important dans la démarche de l'agence, d'avoir cette continuité de méthode et de pensée entre les échelles qui permet que l'aménagement local soit pas gratuit, mais soit vraiment contextualisé, ancré dans un territoire et aussi ancré dans un milieu qui est habité par des gens qui ont compris et qu'on a partagé cette méthode. Ça vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, tout a une raison d'être qui est générée par l'analyse et les principes qu'on a développés à grande échelle. Et ça, ça permet aussi d'abord de travailler avec les politiques sur la formalisation, la spatialisation de leurs projets politiques, et ensuite de lui donner vie concrètement à travers un premier aménagement. Est-ce que dans les projets, alors je pense pas qu'on puisse parler pour vous encore de projets emblématiques, parce que finalement les deux Europans sont emblématiques pour vous. Et d'ailleurs, je voulais vous dire bravo parce que vous venez de gagner un concours. Oui, une étude à Saint-Omer aussi. Donc on continue le partenariat avec cette ville. Est-ce qu'il vous arrive dans ces projets Saint-Brieuc, Saint-Omer, de déminéraliser les sols? Oui, absolument. C'est l'objet de cette étude qu'on vient de gagner et de démarrer. Donc il y a une étude de déminéralisation et de végétalisation de l'espace public à Saint-Omer, dans la ville historique. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on allie deux enjeux, celui de valoriser une ville patrimoniale avec un patrimoine reconnu, puisqu'il y a un secteur patrimonial remarquable qui est protégé, et en même temps des enjeux écologiques. Donc comment est-ce qu'on fait évoluer les espaces publics d'une ville patrimoniale qui a une identité très minérale vers une identité plus végétale. Et l'hypothèse qu'on formule à ce stade, c'est que en fait, la ville historique n'est pas si minérale que ça, et que la minéralisation des villes, elle s'est faite très récemment. Avec l'arrivée de la voiture. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, on peut complètement concilier cette approche historique, patrimoniale et végétale. Oui. Et puis, l'arrivée de la voiture, et puis aussi la prégnance des bétonneux, on va dire, pendant la reconstruction. Et puis aussi la question de la gestion de l'eau. Nous, on travaille beaucoup sur le thème de l'eau à l'agence. D'une part, parce que les premiers projets qu'on a gagnés étaient sur des territoires littoraux ou liés à l'eau, comme à Saint-Omer.
D'autre part, parce que c'est aussi un sujet qui fait très clairement, très concrètement, le lien entre les échelles. On a tous appris, quand on était petit à l'école, le schéma du cycle de l'eau. Donc, on a tous conscience que ce cycle, il se situe à grande échelle, mais qu'il a un impact local. Et donc, quand il pleut, c'est tout un système, en fait, tout un métabolisme qui est activé. Et donc, pendant longtemps, la gestion de l'eau dans la ville, elle a été traitée par des ingénieurs. Et donc, l'eau, c'était considéré comme sale. Il fallait la mettre vite dans des tuyaux et s'en débarrasser et la rejeter loin. Et aujourd'hui, on peut plus travailler comme ça, puisque ça crée des problématiques qui se répercutent du coup en aval, dans les stations d'épuration, sur le littoral, et que plus on va infiltrer l'eau justement dans les sols, plus on va recharger les nappes phréatiques, plus on va réactiver ces sols. Donc, ils vont pouvoir développer des milieux vivants, des écosystèmes réels, et plus on va limiter les impacts sur les réseaux et donc les risques pour les ingénieurs. Comment vous travaillez le rapport des habitants avec vos projets à grande échelle, parce qu'il y a toujours la mémoire l'homme est attaché à ce qu'il a connu, à ce qu'il a enraciné, enfin en tout cas pour beaucoup. Et parfois vous remodelez le paysage. Comment ça se passe? Vous travaillez en concertation? Oui. Aujourd'hui on fait de la concertation sur quasiment tous nos projets. Parfois, ça se passe très très bien et de temps en temps, ça se passe moins bien. C'est compliqué, effectivement. Quand la concertation elle intervient sur des études préopérationnelles, ça se passe souvent très bien parce que justement, on est très en amont, que les gens sont impliqués, vraiment, on est là pour aussi les entendre, pour intégrer leurs idées en amont dans les propositions. Et par contre, quand il y a de la concertation au moment de la maîtrise d'œuvre, c'est là que ça peut cristalliser plus de tensions parce que, bien sûr, le changement se matérialise, devient réel, et c'est là que ça peut soulever des inquiétudes aussi. Donc la concertation est là pour répondre à ces interrogations qui sont tout à fait légitimes et pour les expliquer, pour les accompagner. Est-ce que vous travaillez avec le tissu hétérogène? Parce que, vous travaillez sur les territoires, donc le paysage urbain n'est pas le même à Saint-Omer qu'à Paris, en banlieue parisienne. Comment, avec ces développements autour des cœurs de villages ou des cœurs de villes, qui a été plus ou moins anarchique en fait, et pas forcément pensé de manière globale, vous travaillez avec ça? Comment ça se passe? Oui. Alors c'est vrai que pour l'instant, on travaille beaucoup sur des villes moyennes ou des petites villes. Sûrement aussi parce que ce sont des territoires qui ont un rapport... la ville-paysage peut s'exprimer très facilement à travers l'échelle de la ville moyenne, qui peut complètement s'affranchir d'un modèle macro de métropole, et donc vraiment se reconnecter avec une nature, une forme de nature qui est plus proche. Donc c'est un terrain qui est privilégié pour cette démarche. Après, on travaille aussi sur tout type de contexte urbain. Et récemment, on a travaillé sur le concours Amiter, qui est un concours qui a été lancé par le PUCA, donc un programme le même programme qui a créé et qui gère Europan. Et donc, qui était un concours sur comment rendre plus résilients des territoires inondables, ou en tout cas exposés au risque d'inondation. Et là, notamment, on était sur un quartier à Dax, dans les Landes, qui a fait l'objet d'une urbanisation opportuniste et sans planification. Et difficile, qui fait qu'aujourd'hui, ce territoire est menacé. Ouais. Il faut soulever, essayer de créer une cité lacustre. Voilà. Défaire et refaire mieux. Ou en tout cas... se reculer. Retisser à partir de ça des choses qui vont permettre à la fois le maintien des populations, la préservation de toute la culture aussi qui s'est sédimentée sur un territoire, leur culture qui leur appartient en tant qu'habitants, et en même temps de sécuriser, bien sûr, puisque là c'est le sujet, mais de retrouver un rapport beaucoup plus fort, beaucoup plus évident aux dynamiques naturelles du territoire. Ouais, mais pour le coup, vous êtes quand même obligé de le modeler, ce territoire. Oui. Ouais. Et ça doit. Mais en fait, le changement climatique nécessite des projets forts, effectivement, et des projets ambitieux en tout cas, et des appuis politiques très forts. C'est un vrai défi politique et de commande, avant d'être un défi d'architecte. Alors, est-ce que on va pouvoir justement travailler la matière
paysagère, de manière à ce que sur le littoral, notre grand littoral français, tout ce qui est construit soit protégé ? Alors, déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, on voit des cartes avec la montée des eaux. On a l'impression qu'en fait, c'est permanent, alors que non, ces cartes, elles représentent un risque. Elles ne représentent pas une situation permanente. C'est-à-dire que la montée des eaux, c'est aussi l'accentuation d'un certain nombre de phénomènes, donc l'augmentation du risque. Mais ça ne veut pas dire que l'eau, elle va être plus haute en permanence. Ça veut dire que par moment, et de plus en plus souvent, elle sera plus haute. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut concevoir tous ces espaces de façon réversible et adaptable aux différentes situations qui vont traverser. Donc il y a beaucoup d'aménagements en zone inondable qui se font avec des espaces de parcs, par exemple, qui sont inondables. Mais quand c'est pas inondé, c'est un parc public avec plein d'usages et qui participe vraiment de la vie d'un quartier. On va pouvoir faire du sport, peut-être cultiver aussi, ou faire tout un tas d'activités. Mais quand c'est inondable, l'eau, elle est guidée dans cet endroit, dans cette zone d'expansion de la crue. Et donc, elle est contrôlée. Ok, alors on va revenir à vos projets pour le coup. Saint-Brieuc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus précisément ? Alors Saint-Brieuc, c'est donc commencé avec le concours Europan. Ça a été une très belle rencontre avec l'élu à l'urbanisme donc de l'époque, de la précédente municipalité, Jackie Desdois, et qui m'a fait confiance en me confiant une première mission sur le plan guide des espaces publics du centre-ville. Et Europan a cette capacité à créer des belles rencontres et à amorcer des histoires assez durables sur les territoires. Donc voilà, c'était pas rien puisque j'avais 25 ans, donc se voir confier une mission à 25 ans, c'est engageant. Vous deviez, je pense que vous le méritez. Si vous avez gagné 2 fois, c'est qu'il y a matière. Oui. Voilà, et en tout cas, on a travaillé sur ce plan guide et après on a gagné le concours de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du premier espace public qui concrétisait les ambitions qu'on avait formulées dans le plan guide, à savoir un ensemble de places au pied de la cathédrale. Et ensuite, il y a eu un changement de municipalité aux dernières élections. Donc le projet a été mis en stand-by pendant quelques temps et puis les nouveaux élus ont décidé de le poursuivre. Ils se sont réappropriés le projet, donc on a retravaillé le projet avec eux. On a refait aussi de la concertation pour réintégrer un certain nombre d'usages qui avaient été un peu mis de côté dans le projet. Les nouveaux élus ont porté une ambition plus forte sur la végétalisation aussi. Donc voilà, nous on a fait ce travail d'accompagnement. Et puis, c'est un sujet très complexe puisqu'on est au pied de la cathédrale sur un secteur soumis à des fouilles archéologiques, etc. Donc, on a à peu près toutes les complexités possibles sur le projet. Mais un jour, il va sortir. Voilà, c'était ma question suivante. Mais vous avez quand même commencé à le concrétiser ? Là, on est au stade de l'avant-projet et donc le chantier, normalement, devrait démarrer au printemps, quoi. D'accord. Et vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste ? Oui, alors 3 places qui tournent autour de la cathédrale, qui sont actuellement des parkings. Donc la ville de Saint-Brieuc est assez en retard sur l'aménagement de ces espaces publics, puisque tous les espaces publics sont des parkings. En même temps, c'est aussi la ville la plus pauvre de Bretagne. Donc il y a un travail assez fin à faire avec eux pour être dans la bonne échelle, la juste échelle, pour qu'à la fois ils soient capables de porter le projet et qu'en même temps ça réponde aussi à une image de ville qu'ils souhaitent développer. Et puis, donc là, on est vraiment au cœur historique de la ville, au cœur commerçant aussi, puisque ce sont un ensemble de places qui accueillent le marché. Et donc, tout l'aménagement de cette place traite beaucoup de la question de l'eau, puisqu'on est sur aussi des places qui sont au point le plus bas du centre-ville. Le centre-ville de Saint-Brieuc est en cuvette, et là, on est au point bas de la cuvette. Donc, en fait, on récupère pas mal d'eau pluviale de l'ensemble du bassin versant, et sur des places qui, à l'origine, étaient un marais. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc là, la nature reprend très vite ses droits. Voilà. Ça crée pas mal aussi de dégâts après en aval jusqu'au port de Saint-Brieuc. Donc il y avait eu tout un travail sur l'infiltration des eaux et sur la reconstitution d'une sorte de zone humide au point le plus bas d'une des places, sur laquelle on a recréé un milieu de zone humide, donc avec des roselières, des enrochements aussi qui rappellent, qui évoquent le littoral armoricain, qui est un littoral rocheux. Mmh. Et donc il y a tout un travail sur la mise en scène du parcours de l'eau et sur la présence de l'eau, mais de façon invisible. Ça aussi, c'est un enjeu assez important parce qu'aujourd'hui, la question de l'eau, on la voit beaucoup dans les cahiers des charges. C'est un sujet qui fait envie, qui fait en général plutôt l'unanimité, mais en fait à travers l'image de la fontaine.
Et aujourd'hui, on essaye de travailler sur des aménagements plus vertueux, disons, du point de vue environnemental, où l'eau est vraiment intégrée dans la conception même de l'espace. Elle est intégrée comme un élément vivant voilà, qui va venir réalimenter. Qui a ses propres cycles et qui va venir réalimenter aussi tout un métabolisme dans l'espace public et qui n'est pas juste démonstratif de la présence de l'eau. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé au moment de la concertation. Donc par contre, on a aussi travaillé, et ça c'est un élément très sympathique du projet, on a travaillé avec une association locale qui développe des modules de jeu, des modules à la fois ludiques et scientifiques, autour, entre autres, de la question de l'eau dans l'espace public. Et donc on va installer par exemple des dispositifs qui permettent d'entendre l'eau souterraine. Donc en fait, il y a une nappe phréatique affleurante, pas loin du tout, voilà, sous le sol. Et donc on va faire sortir des sortes de grandes oreilles du sol qui vont permettre d'entendre l'eau. Ah oui, fort intéressant. Oui, parce qu'à la fois c'est très technique et ça peut donner lieu à l'ouverture d'un imaginaire fort. Oui, c'est un sujet très poétique. Voilà. Alors poétique, mais politique aussi. Et parce que l'eau, avant, on entendait parler de la Sor, notamment. Enfin, il y a toutes les compagnies. Ça doit pas être évident d'arriver sur les territoires et de, quelque part, désamorcer des prises de pouvoir. Non ? Pas tellement, parce que c'est un sujet déjà qui est à la mode. Oui. Donc, pour les élus, qui est plus facile à porter. Oui. Puisque... Oui, c'est dans le sens du vent. Voilà. Et ensuite, c'est un sujet qui est aussi très porté par les agences de l'eau, qui sont motrices dans ces stratégies de désimperméabilisation et qui sont aussi des financeurs. D'accord. Ah ouais. Donc les territoires peuvent avoir des subventions assez importantes via les agences de l'eau et qui permettent de financer cette transformation. D'accord, donc elles sont accompagnantes. Exactement. Et voire demandeuses. Ouais. C'est plutôt bon signe alors. En fait, tout ce qui est traité en amont ne posera pas de problème en aval et donc c'est toujours ça de moins à gérer. Donc ça va aussi dans leur intérêt. Oui. Des profils comme vous, il n'y en a pas des masses. J'avoue que c'est la première fois que Bien sûr, il y a les urbanistes, etc. Mais avec cette... comment dirais-je, on a l'impression que vous avez rassemblé assez finement des paramètres très contemporains, des compétences qui répondent aux enjeux contemporains. J'espère, c'est l'objectif. Je pense que c'est un profil qui est émergent, et notamment avec la mise en place des doubles cursus d'architectes paysagistes depuis, je crois, 2 ans. Donc ça veut dire que dans quelques années, il y a des gens qui ont vraiment ce double cursus qui vont sortir des écoles. Et je pense que c'est vraiment un profil intéressant pour justement questionner l'aménagement des territoires et trouver les justes solutions sans être pris à partie de devoir construire ou ne pas construire et de devoir revendiquer son domaine. C'est plus le sujet. Alors, Saint-Omer, qu'est-ce qui se passe à Saint-Omer? Alors, à Saint-Omer, donc, j'avais gagné le concours en 2019, le concours Europan, suite à quoi on a organisé un grand séminaire sur le territoire, avec tous les acteurs, à la fois politiques, mais aussi les acteurs liés à l'eau, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le thème de l'eau dans la région audomaroise. Et c'est aussi une ville qui a développé des partenariats à l'échelle européenne importants, notamment avec des pays comme le Danemark, les Pays-Bas, qui ont des problématiques liées à l'eau et qui sont très très en avance dans ces domaines. C'est une maîtrise d'ouvrage ambitieuse et qui est accompagnée par une agence d'urbanisme, donc qui est une agence d'urbanisme territoriale sous forme associative, qui regroupe une 30aine de personnes et qui permet d'avoir une maîtrise d'ouvrage qualifiée, en fait, compétente, qui est déjà très accompagnée en amont et donc avec un très fort niveau d'ambition, et en particulier sur des sujets environnementaux. Donc c'est un luxe de travailler dans ces conditions. Oui. Et donc suite au projet Europan, on a gagné une étude urbaine assez importante pour développer un quartier sur 4 hectares à côté de la gare, un site qui est tout en longueur entre un canal et les voies ferrées, et qui va faire l'articulation entre le centre-ville historique et les quartiers de faubourg qui se développent dans les marais. Et vous l'imaginez comment? Comme une coulée verte ou... Alors c'est un quartier déjà habité. C'est un quartier dynamique puisque la mairie a des ambitions assez fortes en termes d'innovation, de start-up, d'entreprise, et elle veut accueillir des entreprises de l'innovation.
C'est un site sur lequel il y a une ancienne halle aux choux qui servait à stocker les choux qui étaient produits dans le Marais, et donc qui va être réhabilité dans le cadre de ce projet, et qui s'ouvrira sur un grand parc, qui lui-même s'ouvrira sur le canal. Vous allez replanter des choux? Non, par contre, il y a tout un phasage pour ce projet, et la première étape, c'est la mise en place d'une pépinière qui va permettre ensuite le préverdissement du site et l'aménagement paysager. Voilà, donc ça permet d'avoir tout un processus de végétalisation du site à long terme, avec des essences qui seront plantées directement sur le site. Et en même temps, ça permet de transformer l'image du territoire très vite, et de redonner accès aussi au public à cette friche. Et, oui, parce que c'est une friche. Aujourd'hui, c'est une friche, oui. Oui, oui. Donc, elle est à la fois relookée, oui. Et puis construite, puisqu'il y aura à peu près 120 logements, plus des bâtiments d'activité tertiaires et artisanales. D'accord. Donc une mixité d'usages. Oui. Ok. Donc là, ce sont 2 gros projets à digérer, plus le 3e, celui que vous veux, la nouvelle étude. L'imperméabilisation. Vous passez donc par les concours. Oui, par les appels d'offres. Par les appels d'offres. Vous êtes obligé. Oui. Ouais, vous travaillez qu'avec les pouvoirs publics? Oui, quasiment. Oui. Quasiment. De temps en temps, on a quelques projets privés, mais vraiment de façon mineure. Et quels sont ces projets privés? Là, en ce moment, on a une maison, donc un projet architectural. Voilà. Enfin, donc une maison et son jardin, d'ailleurs. Donc, vous ne perdez pas la main? Non. Du tout. J'aime vraiment travailler à différentes échelles, et puis et je pense que ça enrichit aussi. Oui, vous réinvestissez un champ comme l'autre. Oui, ouais. Puis c'est vrai que quand on travaille à très grande échelle, il y a moins cette notion d'espace. Il y a plus une notion de processus, d'accompagnement, des notions politiques très fortes, bien sûr, des notions de stratégie, mais on n'est plus dans l'aménagement de l'espace. Et plus dans le bien-être de l'usager. Oui. Et puis dans l'implication de tous les acteurs à grande échelle. Donc revenir à l'aménagement d'espaces publics ou d'espaces construits, d'architecture, ça fait aussi du bien de retrouver et de garder ce rapport à l'espace et au dessin. Mais vous ex nihilo ou c'est une réhabilitation? Non, c'est une transformation d'une maison existante, avec une extension. Alors, au niveau des matériaux, vous êtes allé chercher dans les savoir-faire locaux, ou vous restez très traditionnel? Enfin, ça dépend des budgets aussi. Oui, ça dépend des budgets, ça dépend des envies des clients. Oui. On essaye d'aller le plus possible vers une démarche environnementale, et évidemment d'être sur des circuits locaux, ça c'est sûr. Maintenant, c'est toujours la grande question avec les particuliers, c'est que eux ne portent pas forcément ces sujets. Oui. Donc il faut. Ils veulent que tout soit certifié. Oui. C'est une prise de risque qui sont pas forcément. Ouais, non, là c'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'avoir une démarche un peu globale, et effectivement de faire appel à des filières locales. Mais c'est un projet qui est aux portes de la Normandie. Donc voilà, c'est. Bon. Et on vous souhaite plein de projets, de nouveaux projets privés et publics, en tout cas. Vous avez d'autres territoires que vous ciblez un peu? Alors nous, on travaille beaucoup en Bretagne, en Normandie et dans le Nord. Après, on a vocation à travailler dans toute la France. Et vous regardez un peu vous parliez justement des pays nordiques. Vous regardez un peu à l'étranger comment cette problématique de l'eau, des côtes, des territoires côtiers sont traités? Oui. Alors, en ce moment, c'est un peu comme sur le sujet de l'intégration de l'eau dans la ville, qui était beaucoup un sujet d'ingénieur et qui a basculé comme un sujet d'aménagement. Et sur les territoires littoraux, il y a aussi ce basculement qui est en train de s'opérer, mais de façon beaucoup, beaucoup moins évidente, qui est la transformation d'une logique d'endiguement à une logique d'aménagement du territoire.
Et ça, c'est un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai très envie de travailler, et sur lequel on a travaillé par exemple à Dax, mais qui n'est pas du tout évident parce que quand on est exposé à un risque, on a envie de s'en protéger. C'est quand même le premier réflexe. Oui. Et donc, construire un mur pour s'en protéger, ça paraît la meilleure solution. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à une limite sur ces systèmes d'endiguement. On sait qu'il faut les réparer en permanence, qu'il y a des risques de fissures, et puis que, puisque le niveau de l'eau monte, par définition, le système, il est obsolète. C'est inéluctable. Voilà. Donc, il faut réfléchir dès maintenant, et c'est pas trop tôt, Oui. pour transformer ces logiques d'aménagement des territoires littoraux, et puis aussi repositionner toute l'économie des digues sur des projets d'aménagement. Et vu le prix que ça coûte de construire et d'entretenir des digues, on peut aussi faire l'hypothèse que si on réinvestit ça dans un aménagement plus résilient du territoire, on a des moyens pour faire des projets ambitieux. Ouais. Mais ça pose des sacrés problèmes quand on voit les habitations, les belles maisons qui ont été construites avec vue sur la mer. C'est clair. C'est un modèle auquel il va falloir renoncer en partie. Sans rentrer dans la polémique. Non, mais c'est des questions très sensibles, bien sûr. Ouais. Les migrations de population Puis ces belles villas 1900 qui valent une fortune. Ouais, c'est tout d'un sûr. coup, tout le modèle s'écroule. Tout l'attachement et le modèle. Bon. Comment est composée votre équipe? Parce que j'ai vu que vous ne travaillez pas toute seule. Non. Ouais. Maintenant, on est 3. Et donc, j'ai deux collaborateurs qui sont architectes urbanistes. Voilà. Qui sont arrivés du coup cette année. Donc, on retrouve les urbanistes. Oui. Ouais. Donc, on a vraiment les 3 compétences en interne. Vous êtes très complémentaires. Ouais. Comment imaginez-vous le monde d'après? La question un peu bateau, mais en même temps, c'est arrivé avec le confinement. On entend tout et son contraire sur les scénarios à venir. Je crois qu'en tout cas, c'est d'une complexité qui nous échappe un peu. Et je pense qu'il ne faut pas être péremptoire. Mais vous qui avez travaillé sur ces sujets extrêmement sensibles, vous avez peut-être quand même quelques idées. Je crois que c'est toute la force du projet paysager. Ouais. C'est la capacité à mobiliser à la fois des matières donc vivantes et des processus qui par définition sont flexibles. Ils peuvent s'adapter à différentes circonstances géographiques, climatiques, humaines. Donc je pense qu'il y a beaucoup de réponses à travers le projet de paysage. Et après, il y a aussi peut-être au sein de la profession des chantiers à engager pour le monde d'après, pour faire évoluer les pratiques des architectes et que les architectes puissent vraiment être au service d'une vision de territoire plus durable. Oui, excite le geste architectural. Voilà. Ouais. Bon, après, c'est vrai que quand l'architecture est traversée par les modes, c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut. En tout cas, c'est pas vraiment mon sujet, mais... Ouais. Très bien répondu. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? D'oser. Et puis d'être curieux. C'est pas très original tout ça, mais c'est vraiment important que les étudiants développent leur culture architecturale et leur culture des territoires en général. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler avec mes étudiants. Moi, dans les cursus dans lesquels j'enseigne, donc j'enseigne dans des cursus d'architecture, mais je suis un peu celle qui ramène la question de l'urbanisme et du paysage dans ces cursus et qui fait l'objet en général d'une découverte à ce moment-là. Et donc ça m'intéresse bien d'initier cette ouverture aux différents champs de la profession. La transdisciplinarité. Absolument. Est-ce que vous aimeriez passer un message particulier pour conclure? Oui. C'est le fameux mot de la fin. Ouais. Puisque c'est un sujet qui revient beaucoup sur la place des femmes dans la profession, je dirais qu'un message, c'est peut-être un appel à mes consoeurs pour qu'elles croient en elles. Oui, pour monter des structures, pour prendre une place qui est tout à fait légitime dans la profession
et dans l'aménagement des territoires. Ouais. Vous pensez que c'est conciliable avec la maternité? Vous avez les droits dans le mille. Ouais. Ah bah, pourquoi s'en priver? Bah oui. Oui, je pense. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est un sujet et que moi, quand j'ai monté l'agence, j'ai eu beaucoup de remarques sur le fait que ah bon, mais tu veux pas avoir des enfants, ah bon, ça va prendre toute la place dans ta vie et tu n'auras plus la place pour le reste. Et c'est faux. Ouais. Et c'est très injuste aussi parce qu'on dit pas ça bien sûr. aux jeunes hommes qui veulent monter leur structure. Ouais. Donc ça, il faut résister à ça au moment où on formalise, où on assume son projet entrepreneurial. Oui, je pense aussi. Et puis, on a aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est très écologique, mais on a des machines à laver. Ce serait peut-être un peu compliqué si on nous demandait de retourner au lavoir, mais... Oui. Non, mais c'est vrai, on a quand même les moyens matériels d'être aidés. Oui, absolument. C'était une belle interview, inédite, comme d'habitude. Je suis ravie de vous avoir reçu. Je trouve ça fort intéressant d'entendre des jeunes voix, dans tous les sens du terme, parce que c'est vous qui allez maintenant construire l'avenir. Donc, c'est à la fois une lourde responsabilité mais je pense qu'il y a un potentiel de résilience qui est très puissant, et c'est ce qu'on entend dans ce que vous dites. Voilà. Donc, c'est porteur. Voilà. Merci. J'espère que plein de gens qui ne sont pas forcément du métier écouteront cette émission. Voilà, pleine d'espoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour votre accueil. Au revoir, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour notre édition en français. D'ici là, ne ratez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.